Dans le fauteuil blanc, ce soir, rendez-vous avec une personnalité africaine de la culture, une figure mondiale du reggae. C'est un homme qui défie le temps par son art. C'est un homme qui constitue un modèle d'engagement et tout simplement de vie pour des générations de jeunes Africains. Alpha Blondy est dans la surface de vérité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Très bien. Merci de répondre à notre invitation. Ok. Merci pour l'honneur. Oui, on parle d'Alpha Blondy, on parle de cette carrière qui dure dans le temps et qui se maintient d'ailleurs, qui traverse les générations. C'est quand même plus de 40 ans de musique. Première question pour commencer, comment on explique un peu aujourd'hui ces carrières de plus en plus éphémères des artistes? Eh bien, c'est dû à ce temps, à ce moment-là. Parce qu'il n'y a pas de major africaine. Il n'y a pas de maison de disques major. Et en plus, la politique culturelle de nos États laisse à désirer. Il n'y a pas vraiment de politique culturelle à proprement parler. Et moi, je pense qu'il faudrait que les ministères de la Culture puissent donner un coup de pouce sur le plan international à nos artistes. Plus de visibilité. Parce que dans les grandes télévisions de l'autre côté, il y a une sorte de mafia. Ok, on veut que tu chantes en France, par exemple, que tu sois en français. Ok, mais si moi j'ai envie de chanter en moré ou en djoula, pourquoi est-ce qu'on doit me censurer par rapport à ça? Donc je pense que tu vois, il faut une diplomatie culturelle, il faut dans les échanges de coopération, il faut justement qu'on puisse mettre dans le package. Voilà. Mais aussi les artistes doivent prendre leur carrière au sérieux. C'est un métier, ce n'est pas un passe-temps. Ok? La preuve de foi, on te demande c'est quoi ta profession? Tu dis je suis musicien. On dit non, mais on ne parle pas de ton hobby, on parle de ta profession. Parce qu'on n'a jamais pris au sérieux la carrière de musicien. On a toujours pensé que c'était une affaire de voyous, une affaire de laisser pour compte de marginaux. C'est pas ça. C'est un business. Les États-Unis font des milliards de chiffres d'affaires avec l'industrie de la musique. Ici, on n'a pas encore trouvé des hommes d'affaires qui sont prêts à mettre leurs billes, leur argent derrière l'industrie musicale. Et pourtant, des Européens, des hommes d'affaires européens ont osé. Les Mori Kanté, les Alpha Blondy, les Youssou N'Dour, ont bénéficié de ce genre d'opportunistes en affaires culturelles. Donc, moi, je pense que le côté éphémère est dû au manque d'infrastructures, au manque de politique culturelle digne de ce nom. Les jeunes ont du talent. Moi, j'en découvre tous les jours. Mais on les regarde de haut. On ne les respecte pas. Il y a peut-être aussi des musiques éphémères, à votre avis? Écoutez, c'est comme le goût et la couleur. La chanson que toi, tu peux aimer, moi je peux ne pas aimer. La chanson que toi et moi, on déteste, eux, ils peuvent l'adorer. C'est ça. You know? Il n'y a pas de mauvais musiciens, il n'y a pas de mauvaise musique. Il y a, vous savez, la musique est la chose la plus démocratique, la première. Parce que quand le gars il va acheter ton disque, il n'est pas obligé. Hein? Ok? Il va, par amour de ta musique, et puis il prend son argent, sa sueur, et puis il paye. Donc, quelque part, comprenez-nous, on doit encourager toute forme de musique. Et laisser au peuple le choix de choisir. En tout cas, vous en faites qui traversent le temps, ces artistes-là. Et vous êtes au Burkina Faso, surtout, on a parlé de ce clip que vous tournez à Ouagadougou. Pourquoi le choix de Ouagadougou? Avec notamment notre champion mondial, le recommande, Iron Bibi. Ah, ok. Je le salue au passage. Salut mon fils. Ok. J'ai encore mal au bras. Parce que la chanson s'appelle Jamming in Ouagadougou. Et puis c'est en même temps un hommage
à mon frère Mustapha Tchombiano. OK? Parce que quand je venais en concert, chaque fois que je venais en concert à Ouaga, Mustapha était là. OK? Et puis on revivait nos souvenirs de Côte d'Ivoire. Et puis il m'a appris une expression. Il m'a dit, avant de monter sur scène, il faut crier Yawana. Okay? Et puis ils vont crier ouais, et puis tu fais Wana Wana. Okay? Donc, quelque part, j'ai fait la chanson Jamin Ouagadougou à Ouaga. Et puis ce n'était pas assez étoffé. Okay? Et quand Mustapha est décédé, il m'avait envoyé un message pour mon mariage. OK? Vocal. Et puis, moi, je n'avais pas vu. C'est quand Mustapha est décédé, j'étais en train comme ça de visiter mes messages. Puis je tombe sur le message de Mustapha. Puis j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, mais attends, mon frère Mustapha Tchombiano, OK, il m'a envoyé un message parce que j'ai vu qu'il était décédé. Donc on a écouté le message, il était en train de me féliciter pour mon mariage, nous féliciter pour notre mariage. Et ça m'a ému. Donc du coup, la chanson Jamin Ouagadougou, je l'ai retravaillée, OK, pour rendre un hommage mérité, OK, à un fils de cette Afrique, à un des premiers panafricains sérieux, OK. Et voilà, c'était Jamin Ouagadougou. Donc on est venu faire le clip ici. J'ai eu la chance de rencontrer M. Gideon grâce à ma petite sœur Kadi Jolie, OK, qui m'a dit pour un clip, c'est lui que je te conseille. Donc on est venu à Ouaga faire ce clip. Et maintenant, comme j'ai aimé ce clip-là, je suis venu pour le ciné Droit Libre. Et j'ai profité pour faire un deuxième qu'on est en train de tourner actuellement. D'accord, une pierre deux coups. Donc, vous êtes parrain de Ciné Droit Libre. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de festival de promotion des films qui traitent des droits humains? C'est très important. OK? Nous sommes en train de réinventer l'Afrique. Nous sommes en train de réinventer le regard sur l'Africain. OK? Et c'est une très belle initiative. OK? L'expression, la libre... comment dire? La liberté d'expression. La liberté d'expression, OK, intelligemment conjuguée, peut permettre de dire des choses. Moi, j'aime bien faire des critiques constructives. OK? Ma femme me disait, la liberté d'expression, mal exprimée, peut tuer l'expression. Du coup, museler celui qui doit s'exprimer. Il faut y mettre la subtilité. Il faut y mettre la forme. OK? On peut dire des choses importantes sans pour autant blesser ou que celui qui est en face de toi se sente insulté. OK? Qu'il sente que ce que tu vas dire, elle dit avec respect. OK? Et je pense que c'est une très très bonne chose. Et j'étais très honoré, très fier d'avoir participé à cette session qui s'est passée avant-hier. Ce festival, ne pouvait pas trouver mieux en tant que parrain. Parlons de l'Afrique, notre Afrique et de sa démocratie. Pour certains, ce serait une greffe occidentale qui a dû mettre mal à prendre en Afrique, hein, cette démocratie. Est-ce que finalement, ce n'est pas justement la démocratie notre problème? Je veux dire, c'est comme toi, tu choses du combien, dis-moi? Du 43. Du 43. OK. Donc, ça, c'est la pointure. OK? Ça, c'est l'Afrique. Maintenant, la démocratie, je suppose que c'est une chaussure. OK? C'est du 32. On dit, mets ton pied dedans. C'est possible. Après, on s'étonne que ta démarche soit bizarre. Parce que la démocratie est plurielle. La démocratie allemande ne ressemble pas à la démocratie française. Les mandats ne sont pas les mêmes.
Ils n'ont pas la même longueur. Tu peux faire autant de mandats que tu veux. C'est prévu dans la Constitution. Moi, je pense qu'il faut tailler une démocratie à la mesure de notre culture africaine. Basé sur nos valeurs. Basée sur nos valeurs, nos us. Mais on ne peut pas continuer à copier, à faire ce mimétisme, à singer tout ce qui vient de l'Occident. Ça ne nous réussit pas. Moi, je pense que... Pourquoi ça ne marche pas depuis? Oui. Les élections en Afrique, c'est source de crise. Crise post-électorale, régulièrement. De guerre. L'éternel recommencement, oui. Exactement. Guerre, oui. OK? C'est parce que on nous a expliqué, et puis on a dit, ah oui, c'est ça. Mais c'est pas ça. Parce que ce qui est valable pour le peuple français ou américain n'est pas valable pour le peuple africain. Il faut qu'on repense point par point en incluant nos valeurs dans cette lecture, dans cette construction de la démocratie africaine. Elle ne reflète pas l'Afrique. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Il y a Poutine qui a dit un truc qui me plaît beaucoup. Il dit, dans la démocratie, dans les élections, là, c'est pas ceux qui votent qui font que le candidat va gagner. C'est ceux qui comptent les voix. Vous voyez ce que je veux dire? Il fait allusion subtilement à la corruption démocratique. OK? Vous et moi, on doit battre campagne. OK? Vous avez beaucoup d'argent. Vous partez voir les personnes qui sont dans le besoin, dans cette pauvreté endémique. Vous payez les voix. Là, ce n'est plus le programme qui est voté, l'offre politique qui est votée. Ce n'est pas le programme qui est voté. Et puis chez nous, notre démocratie, on a tendance à oublier la dimension tribale. Il y a M. Chirac qui avait fait cette remarque et puis on l'avait engueulé. Okay? Il avait dit, quand le multipartisme est arrivé, il a dit que les pays africains n'étaient pas prêts pour la démocratie et pour le multipartisme. La démocratie multipartite. Parce que le sentiment ethnique régionaliste est trop ancré dans notre culture, dans nos cultures. On dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Surtout dans mon pays, la Côte d'Ivoire, que je connais bien. Houphouët-Boigny avait réussi à faire cette Côte d'Ivoire, tu vois, de la diversité. Il voulait un pays qui avance. Et puis ça allait bien. Tout n'était pas bien, mais ça allait. Ce carrefour culturel, ce melting pot. Ça marchait. Jusqu'à ce que quelqu'un arriva et décida, pour des raisons politiques, d'héritage politique, il décida que l'autre était apatride. Donc, toutes les personnes qui venaient de la région de ce candidat-là, potentiel, parce qu'il n'était même pas candidat, ce candidat potentiel, ont été battus avec le même bâton. Donc, c'était le fameux concept d'ivoirité. Il y a ce problème ivoirien, il y a ce cas ivoirien, mais il y en a d'autres. Okay? Il faut éviter cela. Parce que déjà, pour que les colons nous maîtrisent, ils nous ont divisés. Ils nous ont divisés. La frontière est le seul étranger en Afrique. Il n'y a pas d'étranger. L'étranger, c'est la frontière. C'est lui. Un matin, on s'est réveillé et puis il y avait une frontière qui traversait le village. OK? Ceux comme ça qui étaient
à la droite de la frontière étaient burkinabés. Et ceux qui étaient à gauche étaient des Ivoiriens. Même en Côte d'Ivoire, il y a une frontière où la chambre à coucher est au Ghana et le salon est en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que nous repensions notre démocratie et l'adapter à nos réalités. Éviter surtout que ça dégénère, parce que ça n'arrange que ceux qui veulent contrôler l'Afrique. Oui. Ils savent comment ça marche. Dès l'instant où il y a élection, ils financent un. Et après, celui qu'ils ont financé leur est redevable. De reconnaissance. D'accord? On s'étonne qu'ils bradent nos matières premières. Parce qu'il a vendu le pays en se vendant. Vous voyez ce que je veux dire? Et même que les processus électoraux sont encore financés de l'extérieur. Ce qui fait rire, est-ce que quand en France on fait les élections, on appelle les observateurs ivoiriens ou burkinabés ou sénégalais ou togolais ou béninois? Non. Pourquoi est-ce que toujours c'est pour nous là, il faut inviter les observateurs internationaux, la communauté internationale? C'est qui cautionne, qui valide. Mais c'est quoi ce mépris? C'est un mépris. Et attendez, là tu m'as chatouillé là. Ok? Pourquoi est-ce que vous, nos journalistes, vous n'allez jamais interviewer un président français? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours France 24 qui vient interviewer Alassane Ouattara, qui vient interviewer le président Talon? Le président aime bien ça. Mais non, il n'aime pas bien ça, on le lui impose. D'ailleurs, tous les coups d'État sont d'abord validés par RFI et France 24. Le nouvel homme fort, dis-moi ton nom s'il te plaît. Oh ben, Djibril. Ok, on dit, le nouvel homme fort c'est Djibril. Et puis, nous attends, qui a dit ça? Mais non, j'ai entendu sur RFI. Même si France 24, ils ont dit. Mais pourquoi nos journalistes n'ont pas le droit, eux, d'aller interviewer un président français, un président américain sur tel problème? Les gilets jaunes, allez interviewer. Aux États-Unis, ok, quand ils sont en train d'étouffer les Noirs, tirer sur un Noir, allez leur demander. Ok? C'est ça, c'est Djibril, là, oui. Djibril. Rapport de force. Djibril, il faut revoir notre stratégie, ok, démocratique. Asseoir une démocratie à l'image de nos cultures africaines. Ok? Comment peux-tu comprendre, Djibril, que nos présidents élus, on les convoque comme des moutons? À Pau. Entre autres, à Paris, ils ont fait photo. On dit, mais attends, le président était à la droite de Macron, il était à la droite de Chirac. On n'en a rien à foutre. On t'a pas élu pour aller à la droite. Nos problèmes, regarde nos enfants victimes de notre démocratie bananière qui vont se noyer par milliers. La démocratie, ça c'est un mot, c'est une vaseline pour bien se faire entuber. Démocratie. Ceux qui nous parlent de démocratie, la fameuse communauté internationale, elle était où quand ils ont décidé d'aller liquider Kadhafi? Et là, la question justement de la Libye, c'est emblématique. À quoi sert la démocratie si la finalité, ce n'est pas le développement? Est-ce que la Libye avait le développement sans son modèle de gouvernance? Je vais aller dans ton sens. À quoi sert l'Union africaine? La question, je me la pose. Regarde l'Europe,
l'Union européenne, là, ils parlent différentes langues. Ils ont différentes constitutions, machin, tout et tout. Mais ils sont ensemble. La preuve, ils ont fait une armée européenne. Nous, c'est un continent. 54 pays. Il paraît que nous sommes le continent le plus jeune. Pourquoi l'Union africaine n'a pas encore créé une armée africaine? Une force en attente, mais qui est inopérationnelle. Ça fait longtemps, depuis qu'on est petit, elle est en attente. Donc, elle n'est pas en attente, elle est amorphe. Tu comprends? Et ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Les coups d'État récurrents qui sont... Au début, tout le monde fait la même formule. Hein. Nous dénonçons, blablabla, ok, ce genre de... la France ne se... Et puis après, le gars, il va en visite en France. Ok? Donc, à un moment donné, il faut que la foutaise s'arrête. Et moi, Alpha Blondy, je pense qu'en tant qu'ambassadeur de la CEDEAO pour la paix en Côte d'Ivoire, ok, et en tant que messager de paix des Nations Unies, je trouve que tu vois, ce 2 poids 2 mesures est injuste. Mais est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité à nous, Africains? C'est ce que je suis en train de dire. Ce cordon. Je suis en train de parler de l'Union africaine. Tu comprends? On se fout de ta gueule à cause de ton grand frère. Ok? L'Union africaine fait quoi? Quand on vendait des Africains en Libye, il a fallu qu'une télé américaine, CNN, en parle pour qu'ils commencent à bouger. Ils ne vont pas bouger, hein? Ils envoyaient 2 avions, et puis c'est fini. Moi, je me dis sincèrement, ok, est-ce que nous sommes vraiment indépendants? Je doute. Parce que si on était indépendant, si l'Afrique était indépendante, ce n'est pas la Chine qui allait construire le siège de l'Union africaine. Avec tout le diamant, tout l'or, tout le pétrole que nous avons, comment est-ce que nos dirigeants s'arrangent pour que nous soyons si pauvres? C'est peut-être que c'est nous qui refusons notre indépendance, finalement. C'est les rapports entre les États, ce sont des rapports de domination, de force. Que faisons-nous pour nous émanciper, pour sortir justement de ce rapport qui nous domine, qui nous empêche justement de faire le développement? C'est toute la grande interrogation. Sans cela aussi, on parle, justement, vous parlez tout à l'heure d'alternance, de limitation de mandat. Il y a eu notamment le cas de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, où sur ce cas précis, pour certains, en tant que leader, on vous a peu entendu. Ça, c'est très bien. Merci pour ta question. Je suis un chanteur engagé, je ne suis pas un politicien. Et il y a ce que on dit, mais Alpha, tu dis rien. Parce que on parlait de constitution. Au moment où on m'a dit, mais Alpha, tu dis rien, j'ai appelé quelqu'un qui s'y connaît en constitution. Je lui ai dit, est-ce que le président Ouattara a le droit, oui ou non, selon la constitution, de faire un 3e mandat? On m'a répondu ceci. Selon la constitution actuelle, il a le droit. On m'a expliqué que ce serait son premier mandat de la constitution de la 3e République. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, mais s'il le souhaite, et M. Ouattara a dit qu'il ne le souhaitait pas. Donc c'était clair. Mais puisque M. Ouattara, ni vous, ni moi, ne contrôlons le destin, le candidat, pressenti par le RHDP, Amadou Gon Coulibaly, meurt. Ok? M. Ouattara était complètement désemparé parce qu'on oublie que la Côte d'Ivoire sort d'une guerre. Ok? Il se soucie de la stabilité. Merci. Donc, il a réussi à créer cette stabilité. Il est en train d'essayer de colmater les brèches, de reconstruire l'administration et tout. Et il était prêt à donner ce modèle, cet exemple
quand celui sur qui il comptait meurt. Ah donc, et ce qui faisait rire, à pleurer. Des gens étaient contents. Bien dommage. Pour te montrer la bestialité dans la politique. Des gens étaient contents de voir le désarroi de l'autre. Et puis on me dit, mais Alpha, toi tu dis rien. Écoutez, l'Afrique, la Côte d'Ivoire en tout cas, a un problème. Il y a ceux qu'on appelle les ultra-crépidarianistes. C'est des gens qui abordent des sujets dont ils n'ont pas la compétence. Et on a vu des gens dans les maquis, après la 15e bière, qui expliquent la Constitution. Chacun donne sa version de Constitution. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est que les constitutionnalistes qui sont vivants, qui étaient là, pourquoi ils ne sont pas venus à la télévision? C'est que c'est ça le problème de l'Afrique, les intellectuels qui n'ont pas forcément le courage. Vous qui êtes les responsables, ok? Vous ne venez pas à la télévision, ils devraient venir à la télévision pour venir dire devant le peuple, devant la nation, si oui ou non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un qui a dit il peut, l'autre a dit non, il ne peut pas. Même eux n'étaient pas d'accord. Maintenant, on vient demander à Alpha Blondy, pourquoi tu as accepté de trancher? Je n'ai pas la compétence de trancher, je ne m'y connais pas en termes je ne suis pas constitutionnaliste, donc ne me demandez pas de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, on dit, mais attends, il fallait dire que... Non, quand tu n'as rien à dire, tu fermes ta gueule. C'est nettement mieux. Voilà. Alors, retour de Gbagbo, encore le ménage à trois sur la scène politique ivoirienne. Hein? Ado, Gbagbo, Bédié, toujours les mêmes. Et peut-être que les vieux démons aussi de l'ethnicisme, du communautarisme, rôdent toujours autour de votre pays, la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas temps véritablement de tourner la page pour faire place à une nouvelle génération? Même cette nouvelle génération, ce sont des émules, des trois grands. La même école. C'est la même école, c'est le même moule. Ok? Moi, ce que je voudrais, sincèrement par là, j'ai dit à la famille politique ivoirienne, réconciliez-vous. Réconciliez-vous parce que le poisson pourrit par la tête. Si vous demandez aux Ivoiriens de se réconcilier et que vous êtes incapable de vous réconcilier, comment voulez-vous que ça marche? Vous adorez vous humilier. Ils ont humilié Houphouët-Boigny. À la fin de sa vie, il y a eu des mouvements de grève manipulés par l'opposition où on traitait Houphouët-Boigny de voleur. Après, il y a eu le cas de Alassane Ouattara lui-même, Premier ministre d'Houphouët-Boigny. On l'a traité de burkinabé. On dit il a de moussi. Ok? Parce que son père serait de Sendou. Mais quand on ne connaît pas son histoire, on se tait. Parce que la Haute-Volta, Bobo Dioulasso et Banfora étaient en Côte d'Ivoire avant. Pourquoi je te parlais de la... Encore une histoire de frontières. De frontières. C'est les mêmes qui ont tracé la frontière qui sont venus tracer cette putain de frontière, ok, pour dire que maintenant, devant la Haute-Volta, c'est le Burkina, et là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas le père d'Alassane Ouattara qui a tracé la frontière. Et le côté Ghana aussi, même chose. Houphouët-Boigny lui-même, il dit, nous, on vient du Ghana. Il y a même Kwame Nkrumah qui a dit, si lui, il n'aime pas les Français. Mais si lui, il aime la Côte d'Ivoire, c'est parce que le président ivoirien est un Ghanéen. C'est beau, c'est joli. Mais pourquoi les politiciens ivoiriens ont utilisé notre diversité qui nous renforce, ils l'ont utilisé en armes. Ils ont humilié Ouattara avec ça. Ok? Écoutez, parenthèse.
Est-ce que tu connais un pays au monde où pour des raisons politiques, on a allé exhumer, déterrer la mère d'un candidat opposant? C'est horrible. Ben, ils ont fait ça en Côte d'Ivoire, ils ont fait ça dans Alassane Ouattara. Ok? Encore donc un exemple qui montre à souhait que Djibril. on a un problème avec la démocratie en Afrique. Merci. Djibril, ils se sont tellement humiliés entre eux. Après, Babo a été la grosse... Non, Bédié d'abord. Bédié, ok, a été lui aussi humilié, coup d'État. Ok? Après, le général Guéhi est arrivé. Lui, ce n'est même pas une humiliation. On l'a retrouvé couché au bord de la route comme un chien, abattu, avec des journalistes qui venaient comme ça toucher son corps avec leurs pieds. Ok? Après, vous connaissez l'histoire de Babo. L'image du Babo dans le gilet avec le casque, tu vois, c'est traumatisant. Voilà pourquoi je leur demande de se réconcilier entre eux d'abord. C'est très important, c'est vital pour l'existence même de la Côte d'Ivoire. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait qu'ils ne pensent pas à nous qu'ils avons supportés. Nous, on est des républicains. La République veut celui-là, on est obligé de le supporter. Nous autres, on dit que vous êtes des leaders d'opinion. Mais attention à toi. Il faut que ton opinion que tu vas donner aille dans mon sens. Donc, des leaders d'opinion sans opinion. OK? Mais vraiment, en vérité, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, OK? Et c'est valable pour tous les pays africains. L'unité de la famille politique est très importante. Si vous voulez vous libérer de vos maîtres, les colonisateurs, c'est votre union qui pourra vous libérer. Parce que le peuple vous écoute, le peuple sera derrière vous. Mais quand vous êtes divisés, vous fragilisez le peuple. Et tout ce que vous ferez comme boulot, comme réalisation, ne sera qu'éphémère. En tout cas, se réconcilier, aller au-delà des régions, des ethnies pour construire une démocratie basée sur nos valeurs, c'est bien ce que vous dites. Est-ce que justement, finalement, ce qu'il faut à l'Afrique, ce n'est pas juste des hommes d'État, des hommes intègres, patriotes, pour conduire les destins de nos États, aller justement au-delà, je vais dire, justement de ce carcan des alternances démocratiques qui fait qu'on est visiblement dans l'éternel recommencement. Ce qu'il nous faut, est-ce que ce n'est pas juste des hommes d'État qui aiment leur pays et qui font simplement du développement? On a vu les pères des indépendances comme Houphouët-Boigny, il a duré au pouvoir, mais les effets du développement sont toujours là en Côte d'Ivoire. Dieu seul sait qu'il a beaucoup fait pour son pays. Aujourd'hui, on cite le Rwanda en exemple, mais le président rwandais, il est là, ça fait un bon bout de temps quand même. Kadhafi a apporté le développement à son pays. Malheureusement, on a voulu envoyer la démocratie en le traitant de dictateur. Aujourd'hui, la Libye est dans le chaos. Est-ce que finalement, ce qu'il nous faut, ce n'est pas tout simplement des hommes d'État pour gérer nos pays, quel qu'en soit le temps qu'ils feront au pouvoir? Il faut des hommes de vision qui seront supportés par d'autres personnes pour que sa vision soit réalisée ou réalisable. Il faut des personnes qui poussent le peuple à compter sur lui-même. C'est là où je rejoins Thomas Sankara. L'aide à créer des États mendiants, des mendiants. L'aide, c'est un crédit. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Ça, il faut que les gars comprennent ça. OK? Écoutez, la corruption endémique en Côte d'Ivoire, chaque année, ils ont fait le calcul, 1300 milliards de francs CFA dans la corruption. Ça compte pour beaucoup dans le budget de l'État. Bien sûr. Bien sûr. OK? Ça pourra nous empêcher d'attendre l'aide, d'aller mendier.
Après, on se plaint. L'élite africaine est corrompue jusqu'à la moelle. OK? Donc, si tu dois, pour le Burkina, je ne sais pas, pour le Sénégal, je ne sais pas, pour le Nigeria, je ne sais pas, mais pour la Côte d'Ivoire, c'est 1300 milliards. C'est exactement les mêmes situations. Hein. Le président de Faso vient d'annoncer justement une opération même propre. On attend de voir ce que ça va apporter. Il faut. Regarde, Djibril, il faut écouter souvent les gens parler. Hein. On dit, ah, c'est notre tour de manger. Mais depuis là, vous êtes au pouvoir, là, vous mangez seulement entre vous là-bas. Là. D'où vient cette idée de manger? C'est pas à toi. Ce n'est pas vous avez mangé, mais vous n'êtes pas là pour manger. Servir et non se servir. Exactement. Mais ils le disent même comme ça à l'aise, quoi. Regarde, vous mangez, hein? Non, il faut arrêter ça. Ça, tu comprends, non? Ça veut dire que la corruption est devenue institutionnalisée. OK? Donc, à un moment donné, il faut que arrêtons d'accuser chaque fois l'Europe et les Occidentaux. Regardons-nous entre nous et disons-nous la vérité. Actuellement, en tout cas, nous sommes à 98% responsables de toute cette merde dans laquelle nous sommes. OK? Le président, il a nommé Djibril, OK, comme un homme de confiance. Ministre. En un an, Djibril a construit 2 immeubles. OK? Djibril, il a le cigare, là. OK? Attends, Djibril, même si tu as appris l'économie à Columbia University ou bien à Harvard, comment tu fais? Il faut faire vite avant de se faire éjecter. Exactement. Et ça, cette mentalité doit s'arrêter. On discrédite nos chefs. Après, le chef, il a honte. Il veut te défendre, mais il ne peut pas. Donc, il t'enlève. Il met un nouveau. Lui, quand il vient déjà, tout le monde commence à dire, ah, c'est le nouveau patron du restaurant. OK? Mais là où c'est grave, le ministre lui-même ou le président, dès l'instant où Djibril est nommé ministre, voilà la famille qui vient du village. Voilà les gens qui sont du buisson, les courtisans toxiques qui viennent. Eh, Djibril, c'est le plus beau. Et les griottes. Ah, Djibril, vraiment, ton grand-père a tué les lions avec ses dents. OK? Et Djibril, s'il ne donne pas. Non, Djibril, il a avare. Hein? Djibril, il a avardé. Si Djibril donne, vous, c'est votre nom? Augustin arrive. Djibril, hey, on a souffert ensemble, hein? Tu te souviens? Tu sais, ma fille que tu aimes beaucoup, là. Hein? Maintenant, elle a 18 ans. OK? Mais vraiment, elle est intelligente. OK? Elle est en 6e. Donc, il faut tout faire pour qu'on puisse la faire partir en France. C'est-à-dire que, sans compter ceux qui veulent à la Mecque qui vont venir. Donc, Djibril, qu'est-ce qu'il fait? Il puise. Mais il s'enfonce. Il enfonce en même temps le président qu'il a nommé. Voilà, décrit de façon ridicule, le scénario souvent qui rend la corruption trop présente dans nos administrations. Tu déposes un dossier rapide. L'autre, il prend, fait quelque chose. Ou bien tu as dit, ton dossier, je l'ai déposé, mais fais quelque chose quoi, pour que ça aille vite. Quoi. Pourquoi? OK? Il faut que tout cela s'arrête. Si l'Afrique veut reprendre main, il faut que nos institutions soient fortes. Et ça demande du leadership de la part de... Le leadership, tu comprends, il faut que les chefs prennent confiance en eux-mêmes déjà. Mais si nous les fragilisons tout le temps,
OK? Donc l'autre, il vient aussi, le bailleur de fonds, il arrive là, lui aussi, bon, écoute, je vais tel marché, OK? Il donne une enveloppe là à tel ministre, OK, qui s'en va voir le président pour, non, c'est un bon projet, tout et tout. Mais lui, il a déjà ses 10% garantis. Voilà, tu comprends, tout ce qu'il faut essayer de corriger pour que notre démocratie, nos pouvoirs, nos politiques, nos présidents aient du poids et de l'épaisseur. Les djihadistes. OK? Mais attendez. Nos jeunes sont tellement démunis. Ils sont au chômage. Ils ont leurs rêves. Ils sont entassés là. Le premier couillon qui vient avec une enveloppe de 100 000 francs, donner à quelqu'un et dit, écoute, j'ai un gombo pour toi là. Hein? C'est un business, mon frère, c'est un business. Là, tu pourras aller en France. Hein? Même aux États-Unis, tu pourras aller. Mais tu fais ça une fois, deux fois, tu as au moins 1 million. Il y a des recruteurs, ils connaissent la mentalité des jeunes désespérés. Voilà comment ils recrutent les djihadistes. Attends, celui qui va mourir dans l'eau, qu'est-ce qu'il a à perdre? OK? Mais on ne connaît pas les gens qui sont derrière, qui donnent les armes aux djihadistes. Toute la grosse interrogation. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas de fabrique d'armes. Il n'y a pas d'industrie de fabrique d'armes en Afrique. Donc, ceux qui prétendent défendre le terrorisme, qui sont en même temps les marchands d'armes. C'est un marché aujourd'hui. Mais c'est un marché très rentable. Très rentable. Jibril, pardon. Tu m'as chatouillé là, ça me démange. OK? Regarde. Le Burkina seul ne pourra pas régler le problème du djihadisme. Le Mali seul ne peut pas. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas. Le Niger seul ne peut pas. Où se trouve alors cette solidarité africaine? L'Union africaine. Ce syndicat de marionnettes doit se réveiller. Ils doivent se réveiller. Ils doivent briser les chaînes qui les lient à leur patron. L'Afrique a besoin d'eux. OK? Après, on dit qu'il y a coup d'État. Mais parce que vous avez failli, vous envoyez les enfants se faire tuer. Dites la vérité au peuple. Dites la vérité. Écoutez, aux Nations Unies, pourquoi l'Afrique n'a pas un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi? Nous sommes le continent le plus grand. Pourquoi? Et puis, c'est quoi ce cinéma? La France, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Angleterre, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont les 5 plus grands marchands d'armes, Djibril. Comment voulez-vous où ils vendent leurs armes? En Afrique, mon Dieu. Il y a comme une forme d'hypocrisie parce que derrière, on veut soutenir l'Afrique à se sortir d'affaires dans cette question. Voilà pourquoi je parle de cinéma. Qu'ils arrêtent leur cinéma. Le terrorisme, là. C'est eux qui ont commencé. Quand ils ont bombardé l'Irak, c'était quoi? Quand ils ont bombardé l'Afghanistan, c'était quoi? Quand ils ont bombardé la Libye, c'était quoi? C'est du terrorisme d'État. Donc les autres attaquent tous les pays qui représentent les intérêts de ceux qui ont fait la coalition. La France fait la coalition, le Burkina est un pays francophone, ils attaquent. La Côte d'Ivoire est un pays francophone, ils attaquent. Le Niger a l'uranium de Areva, donc ils attaquent. Ainsi de suite. L'Angleterre est partie, le Nigeria, Boko Haram, ils attaquent. Voilà la vérité. Voilà la triste vérité. Vous êtes allés faire des choses chez des gens. Et puis c'est nous qui payons.
OK? Et ça continue. Et c'est une impuissance pour l'Afrique, justement, de comprendre cela, ces enjeux, et de pouvoir se faire sa propre voix. Djibril, nous sommes un continent. Un continent qui ignore sa force. Même si chaque État, les 54 États, chaque État donne un gourdin, hein, ça fera 54 gourdins. Même si le Burkina donne 3 mitraillettes, la Côte d'Ivoire donne 3 mitraillettes, le Sénégal donne 3 mitraillettes, ça peut faire beaucoup. Voilà pourquoi je parle d'une armée de l'Union africaine. Mutualiser les moyens. Et j'aimerais profiter pour demander à mon frère Christian, il faut une armée africaine. Ils font semblant d'aider, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Union africaine peut faire une armée, sinon nos petits pays ne pourront pas. Donc je compte sur vous. Demandez ça à vos collègues, qu'ils fassent ça. Oui, très important justement cette solidarité. C'est ce qui est d'ailleurs réclamé aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, les pays côtiers pendant longtemps, on pensait que c'est un problème du Sahel. Mais de plus en plus, la Côte d'Ivoire, votre pays, subit des attaques. Le Togo récemment, le Bénin aussi. Ça veut dire qu'il y a cette nécessité d'aller ensemble. Ça veut dire que tous les intérêts français seront attaqués. Tous les intérêts anglais seront attaqués. Ça veut dire ça. Parce que les Anglais, les Français, les Américains, pas les Chinois, les Allemands, ok? Tous ceux qui ont fait la coalition pour aller bombarder l'Irak sont sur la liste. Tous ceux qui ont fait la coalition. Mais attendez, Djibril, c'est évident. Les grands pays même font des coalitions. Mais pourquoi nous, Africains, on ne fera pas de coalition? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? On revient au problème de vision et de leadership d'hommes d'État. Mais il va falloir vraiment comprendre qu'ils se réveillent. Il va falloir qu'ils se parlent entre eux. Les autres font des coalitions. Ils ont plus de moyens que vous et nous. Ils font des coalitions. Pourquoi vous les pauvres faites une coalition? Défendez-vous un peu. Mais vous attendez que l'autre vienne vous défendre? Que la force Barkhane vienne nous sortir d'affaires. Mais attendez. La France n'a pas d'amis. La France défend ses intérêts. C'est tout. Et ceux qui sont en train de faire le djihadisme là, ok, attaquent les intérêts de la France. La France n'est pas là parce que Christian Kabouré a des beaux yeux, ou parce qu'Alassane Ouattara a des beaux yeux, ou parce que, je sais pas, Talon ou ils n'ont rien à foutre. Ils défendent leurs intérêts. Alors, il faut que les Africains aussi défendent leurs intérêts. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va défendre ta souveraineté. Arrêtons de rêver. Ne soyons pas naïfs. Ils défendent leurs intérêts. Depuis là, mon frère, le Congo démocratique, plus de 7 millions de morts dans leur guerre. L'Union africaine a fait quoi? L'ONU a fait quoi? Rien. Rien. Font des résolutions. Les résolutions. Et on condamne plutôt les coups d'État. Oui, nous condamnons avec la plus forte énergie. Mais c'est du cinéma. On n'a qu'à se dire la vérité. Mes frères africains, votre liberté, votre force est dans vos mains. Faites une coalition des États africains. Une coalition, s'assumer pour être plus fort. Une coalition. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude justement de la junte malienne aujourd'hui qui semble tenir tête à la France sur ces questions sécuritaires? Tu veux rire?
Yo, je prends un exemple. D'abord, qui a appelé la France au Mali? C'est le Mali. Non. Non. Le plan d'envahir le Mali était prévu depuis 2010, sinon plus. OK? C'est parce que vous avez cassé la Libye. Sarkozy a massacré les Libyens. Il a tué il a tué. Il a fait tuer Kadhafi. Et puis, la Libye a éclaté. C'était la plus grande poudrière d'Afrique. Les armes sont parties partout. OK? Les groupes armés tout ça là, avant, est-ce qu'il y avait ça arrivent avant? sur Bamako et ils disent que Est-ce c'est qu'il y le avait Mali qui ça a avant? demandé à ce que C'est faux. l'opération C'est faux. Sahel à l'époque. Maintenant, dernièrement, on dit, si c'est comme ça, nous on s'en va. Bon, Malin doit, ça tombe bien, partez. Il dit, ah non, on va redéployer. Attends, tu dis que tu veux partir, on dit, il faut partir. Tu dis, non, tu vas redéployer. C'est quoi? Apparemment, on ne veut pas partir. C'est pourquoi? Tu penses que les Français, les Anglais, les Américains vont tous être dans le sable là-bas parce qu'il n'y a rien en bas du sable? Ils ne seront pas naïfs. Des enjeux. OK? Il y a forcément quelque chose en bas du sable. Ça, en tout cas, ce n'est pas de l'eau. En tout cas. OK? Bon, maintenant, s'ils voulaient vraiment nous aider, sérieusement parlant, ben, donnez toutes les armes que les terroristes ont à nos armées. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être là. Mais pourquoi vous voulez forcément être là? Parce que vous êtes de mèche avec des Africains qui ont 10% sur tout ce que vous faites. OK? Des propres frères africains ont été complices de vendre leur âme. OK? Regarde, comment tu peux comprendre que le Niger a de l'uranium? On est d'accord? Pourquoi l'Union africaine ne peut pas demander à l'Union européenne de construire, pas gratuitement, de construire une centrale nucléaire civile, pas pour faire des bombes, pour l'électricité qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest, même l'Afrique centrale. Pourquoi ils ne font pas ça? Parce que lui, il a envie de t'aider là, ou bien tu veux qu'il te fasse un dessin? Tu comprends ce que je veux dire? Et nos chefs d'État qui vont oser dire ce que je dis, un lundi, il y aura coup d'État. On s'attaque à des intérêts. S'il a la chance. S'il a la chance, il y a coup d'État. OK? Et c'est pas Sankara qui me dira le contraire. Et ce n'est pas le seul. Hein? Ouais. OK? Donc, nous voilà dans une équation où la seule solution, c'est une armée de l'Union africaine. Une armée de l'Union africaine. Djibril, vous avez des drones, vous avez des satellites, vous pouvez voir s'il y a de l'eau sur la Lune ou de l'eau sur Mars. Vous ne pouvez pas voir où sont cachés les djihadistes. Yeah. C'est quoi cette foutaise? Grosse interrogation. C'est pas si simple. En tout cas, et pour terminer sur cette question, aujourd'hui, comment vous comprenez justement ce sentiment anti-politique française en Afrique? La France, le problème, ou c'est nos chefs d'État finalement? Écoutez, la France, comme je viens de dire, défend ses intérêts. Je répète, les pays n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Donc, ce n'est pas la faute de la France si nous sommes bêtes. Ce n'est pas la faute de la France si nos chefs d'État se laissent manipuler comme des marionnettes. Ce n'est pas à la France de nous apprendre tout ce que Alpha Blondy est en train de dire là.
Je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas politicien. Mais si moi, dans mon petit coin, je peux donner ces petites idées, tout ce que je dis n'est pas faisable. Mais ce qu'on peut faire, prenez ça, faites ça. Un peu d'audace, tout simplement. Tu comprends? Donc, ce n'est pas une question... pourquoi Sankara a été liquidé? Il voyait trop clair. Et c'est dangereux. Ok? Kagame, ils sont en train de vouloir faire des... Ouais, mais Kagame sait où il va. Tu comprends? Mais la corruption a fait qu'on est prêt à payer les Africains pour liquider un Africain. Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Vous l'avez dit. Ok? On est prêt. Nos chefs aussi ont peur. Quand il va commencer à parler comme moi je parle là, lundi, on va trouver un opposant. Et puis bien sûr, l'opposant, on le passe sur RFI, sur France 24, sur CNN. Il devient le nouvel enfant, l'opposant légendaire. Ok? Ça veut dire que l'autre, on va le balayer parce qu'il commence à parler façon là. Ce qu'il dit là vraiment, ça ne va pas dans le sens des intérêts de la France ou des États-Unis. Et c'est au peuple aussi de comprendre aussi. Mais le peuple, il a 80% d'analphabètes. On a saboté l'école déjà. On dit, j'ai lu quelque part, si tu veux vaincre un pays, tu introduis le virus de la corruption. Tu comprends un peu, non? Avec la corruption, les pauvres vont être très pauvres. Ceux qui sont supposés diriger vont être très malléables, manipulables. C'est ce qui est arrivé dans nos États. Que ce soit au Burkina, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Mali, que ce soit au Sénégal. C'est un cancer. On a créé des États kleptocratiques. Voilà pourquoi je suis un peu excité. À juste titre d'ailleurs. You know, parce que quand je regarde, ok, à mes âges, peut-être que je ne serai pas là. Mais ça va durer combien de temps? Il faut que nos frères comprennent. C'est bien, on accuse la France, c'est bien, on accuse l'Occident. Mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on attend? On a un cerveau. Nous affranchir. Affranchis-toi toi-même d'abord. N'attends pas que le maître d'esclaves te libère. Il ne va jamais te libérer, putain de bordel. Tu comprends? Il a les rênes. Il a tout ce qu'il peut faire pour te maintenir dans là où tu es. Ok? Combien de chefs africains ont été liquidés? Lumumba, il voulait faire panafricanisme. On l'a liquidé par un Africain. Hein? Et puis après, là même là, il y a sur Arte, j'ai vu une émission où il y a un blanc qui avait, il dit que c'est celui qui a découpé Lumumba et puis il a mis de l'acide. J'ai gardé 2 dents en souvenir. Il a montré. Comme un trophée. Comme un trophée, il a montré. Tu as entendu l'Union africaine parler? Si c'était un Africain, Djibril, qui avait dit, le blanc là, connu là, c'est moi, je l'ai coupé en morceaux, j'ai gardé 2 dents de ce blanc là, en souvenir, c'est comme toi, non? Avant qu'il finisse son discours là, la télévision a encerclé, son pays est détruit. Une vie égale à une vie. Quand vos chefs d'État, nos chefs d'État, parce que Charlie Hebdo a fait 12 morts en France. On est touché, c'est vrai. Mais vous vous ramassez pour aller défiler en pleurant, en sanglotant. Les sanglots longs des violons de l'automne. Ok? J'ai quand même là, c'est le blanc qui le calme-toi, sérieux. C'est un peu comme ça. Allez, pauvre con, calme-toi. Tu comprends? En même temps,
Au Burkina, il y a 50 morts. Tu as entendu un venir pleurer un peu quand même. Il y a des morts au Mali. Tu as entendu un venir pleurer. Il y en a au Cameroun. Tu as vu un chef d'État, ils sont venus pour dire Yakou. Les gars venus Yakou. Non. Alors comment voulez-vous qu'on nous respecte quand nos chefs même ne nous respectent pas? Grosse question. Et quand les chefs ne nous respectent pas, en tant que peuple, nous sommes obligés par moment de prendre nos responsabilités. C'est peut-être cela aussi. Travailler à cet éveil des consciences, c'est ce que vous faites d'ailleurs depuis des décennies. On espère qu'on aura une conscience forte au sein de l'opinion qui permette justement d'impacter la gouvernance. C'est tout ce que nous recherchons avec cette jeunesse. Inch'Allah. Merci Alpha Blondy d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci Djibril. Merci. Tu m'as permis de me vider un peu là. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Merci. Okay. Merci encore d'être passé. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.